Mes parents décident d'une réunion familiale de 20 personnes, 3 jours, dans ma maison de plage. Mon non catégorique est ignoré, il arrive quand même. Vendredi, l'appel furieux de mon père préannonce un week-end chaotique. Je m'appelle Dr. Camille Dubois. J'ai 41 ans et tout a éclaté il y a 3 jours. J'étais dans ma cuisine à Lyon, encore en tenue de bloc opératoire, quand mon téléphone s'est illuminé avec une notification du chat familial qui a changé ma perception de ma vie. Mon père avait annoncé que la réunion de famille aurait lieu dans ma maison de plage pendant 3 jours avec 20 proches, comme s'il confirmait une réservation d'hôtel qu'il avait déjà faite. Un deuxième message est arrivé juste après, me disant de m'assurer que le réfrigérateur serait entièrement approvisionné avant vendredi. Pas de questions, pas de vérification, pas même la prétention que j'avais le choix. Juste des instructions, comme si j'étais le personnel et que la maison leur appartenait à tous. J'ai fixé l'écran si longtemps que mon café est devenu froid. J'avais travaillé des heures brutales pour cette maison. Je l'avais achetée avec des années de vacances manquées, de garde de nuit et d'un épuisement qui s'incruste dans les os. C'était censé être le seul endroit paisible de ma vie. Au lieu de cela, ma propre famille en parlait comme si je la leur empruntais. Alors, j'ai tapé un mot. Non. J'ai regardé les bulles de saisie apparaître, disparaître, puis revenir. Ma mère a envoyé des émojis hilars. Puis un autre message est arrivé, disant qu'il viendrait quand même et me demandant ce que j'allais faire à ce sujet. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir et j'ai essayé de respirer, mais mon cœur battait déjà la chamade parce que ce message ne venait pas de nulle part. Il venait après des années de sentiments de droit acquis, des années de manque de respect, et un week-end d'été particulier auquel je ne peux toujours pas penser sans sentir ma poitrine se serrer. Le vendredi matin, quand mon père m'a appelé, furieux, pour me demander ce que diable j'avais fait, la vérité était que ce n'était pas une décision soudaine. C'était la première fois de ma vie que je décidais enfin d'arrêter de croire que l'obéissance était synonyme d'amour. Je suis chirurgien pédiatrique à Lyon. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je me suis convaincue que réussir signifiait être celle qui portait tout le monde. Je travaillais pendant les vacances, les gardes de nuit, les doubles shifts et les week-ends qui se confondaient avec les lundis matins. Et quand l'argent est finalement devenu suffisant pour respirer, j'ai fait ce que je pensais qu'une bonne fille était censée faire. J'ai aidé. J'ai remboursé les dettes de carte de crédit de mes parents quand elles sont devenues incontrôlables. J'ai couvert une facture médicale que ma mère jurait de les ruiner si je n'intervenais pas. Je me suis portée garante d'un prêt pour mon frère aîné, Marc, quand il a dit que son entreprise de toiture était à un contrat de la stabilité. J'ai envoyé de l'argent à ma sœur cadette, Chloé, quand son entreprise d'organisation d'événements haut de gamme a traversé une période difficile et qu'elle a appelé en pleurant à cause de la paix. Même quand personne ne demandait directement, j'entendais l'attente dans chaque conversation. Si quelque chose tournait mal, je devais arranger les choses. Si quelqu'un prenait du retard, je devais combler l'écart. S'il y avait une urgence, j'étais le plan d'urgence. Au début, je l'ai fait volontairement parce que je les aimais et parce que je me souvenais ce que c'était de grandir dans une maison où chaque facture semblait être une crise et où chaque conversation d'adulte s'arrêtait quand les enfants entraient dans la pièce. Mon père, Philippe, parlait de l'argent comme d'une sorte de guerre, quelque chose qui s'échappait toujours, quelque chose qu'il fallait saisir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ma mère, Christine, s'inquiétait d'une voix plus douce, mais le message était le même, la famille prend soin de la famille. Alors, quand j'ai acheté la maison de plage sur l'île de Ré il y a 2 ans, j'ai commis l'erreur de partager cette joie avec eux comme une célébration au lieu d'une invitation à être utilisée. Je me souviens encore de la première fois que mes parents se sont tenus sur la terrasse arrière et ont regardé vers l'eau. Ma mère a dit que c'était magnifique. Mon père a passé sa main sur la balustrade et a dit, c'est le genre d'endroit où une famille peut créer des souvenirs. Il n'a pas dit votre famille. Il a dit une famille. Et puis, avant la fin de la journée, il l'avait déjà appelé notre coin de plage. J'en ai ri parce que je pensais qu'il était sentimental. Ça aurait dû être mon premier avertissement. La maison n'a jamais été un luxe pour moi. Ce n'était pas un trophée. C'était le seul endroit de ma vie qui était censé n'appartenir qu'à la paix.
Je l'ai acheté parce qu'après des années de lumière d'hôpital, de pages d'urgence et de parents pleurant dans les salles d'attente, je voulais un endroit assez calme pour réentendre mes propres pensées. Je voulais des matins avec du café sur la terrasse. Je voulais des nuits où le son le plus fort était l'océan. Mon mari, Étienne, l'a compris immédiatement car il m'avait vu rentrer à la maison à moitié morte après des cas difficiles et m'endormir assise sur le canapé. Il savait que cette maison n'était pas un fantasme. C'était une récupération. Mais ma famille y a vu des mètres carrés, des chambres d'amis, une cuisine bien garnie et une fille avec assez d'argent pour absorber les désagréments. Ils ont commencé à se référer à l'endroit comme à une ressource que la famille avait enfin acquise par mon intermédiaire. Un bon week-end pour eux signifiait demander tard le jeudi s'ils pouvaient l'utiliser du vendredi au lundi. Un mauvais week-end signifiait ne pas demander du tout. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire, qu'une fois l'excitation retombée, ils se souviendraient que c'était ma maison, mon hypothèque, mes impôts, mon assurance, mes règles. Au lieu de cela, plus je donnais, plus il leur devenait naturel de s'y attendre. C'est ainsi que fonctionne le sentiment de droit acquis. Lorsque vous le nourrissez assez longtemps, il ne ressemble plus à une demande mais à une propriété. Marc et Chloé ont appris de mes parents plus vite que je ne voulais l'admettre. Marc n'a jamais vraiment exigé les choses, mais il avait une façon de parler comme si la réponse avait déjà été convenue. Il me textait pour dire qu'il pensait emmener les enfants à la maison de plage le mois prochain et demandait si le barbecue fonctionnait toujours, pas si la maison était disponible. Chloé était pire parce qu'elle enveloppait son sentiment de droit acquis de charme. Elle envoyait des messages souriants avec des idées de week-end entre filles ou de dîner de fête et parlait de la chance que nous avions tous d'avoir un lieu familial, comme si j'étais la difficile pour remarquer les mots qu'elle choisissait. Ils ont tous traité Étienne de la même manière que l'on traite une personne qui, à leurs yeux, ne compte pas dans la hiérarchie familiale. Étienne est thérapeute familial et conjugal agréé, réfléchi et calme. Le genre d'homme qui écoute avant de parler et n'élève jamais la voix juste pour l'emporter. Mon père a détesté cela dès le début parce qu'il respecte le volume plus que le caractère. Philippe faisait de petites blagues sur la carrière d'Étienne, où il était payé pour acquiescer. Si Étienne essayait de poser une limite, mon père le repoussait en disant « c'est une affaire de famille ». Quand ma mère voulait me culpabiliser, elle le faisait sur un ton doux et déçu qui donnait l'impression que le mariage m'avait transformé en quelqu'un d'égoïste. Si je mentionnais être fatiguée, elle disait que tout le monde était fatigué. Si je disais qu'Étienne et moi avions des projets, elle demandait pourquoi ma nouvelle famille semblait toujours passer avant les personnes qui m'avaient élevée. Ce qu'elle voulait dire, c'était « pourquoi ne pouvais-je pas continuer à me comporter comme si je leur appartenais d'abord ?» La maison de plage est devenue le symbole le plus clair de toute cette dynamique. Ils allaient et venaient comme si j'étais la gérante immobilière. Ils laissaient des serviettes mouillées sur les parquets, de la crème solaire étalée sur les comptoirs de salle de bain, des verres à vin à l'extérieur où l'air salin les brouillait le matin, et du sable partout. Toujours du sable partout. Une fois, Chloé a invité 2 collègues et leurs enfants sans me demander. Et quand je l'ai découvert plus tard et que j'ai dit quelque chose, elle a ri comme si j'étais rigide et a dit que la maison était assez grande. Une autre fois, Marc a emprunté une clé de rechange pour une urgence, et cela s'est transformé en lui supposant qu'il devrait toujours en avoir une. Mon père aimait agir comme si j'étais dramatique de m'en soucier. Ce n'est qu'une maison, disait-il. Ou celle-ci, que j'en suis venu à détester plus que presque tout, tu gagnes assez pour gérer ça. Ces mots m'ont suivi pendant des mois parce qu'il me disait exactement comment il me voyait. Pas comme une fille qui s'était épuisée à la tâche pour une vie qu'elle avait bâtie à partir de rien. Pas comme une femme qui méritait de l'intimité ou du repos. Juste comme la personne de la famille avec assez d'argent pour absorber le manque de respect. Étienne l'a vu avant que je ne sois prête à le dire à voix haute. Une nuit, après que nous ayons passé la moitié d'un dimanche à transporter des sacs poubelles jusqu'au trottoir parce que mes proches avaient laissé l'endroit comme une maison de fête louée, il se tenait dans la cuisine, tenant une lanterne de patio cassée. Et m'a demandé très gentiment si j'avais remarqué que personne ne disait plus jamais merci. Je voulais discuter avec lui. Je voulais dire que ce n'était pas juste, qu'ils m'appréciaient à leur manière, que la famille était compliquée. Mais je ne pouvais pas le dire parce qu'il avait raison. Il ne m'appréciait pas. Il m'attendait.
Et mon père était devenu le moteur de tout cela. L'homme qui donnait le ton quant à la part de moi qui était disponible pour l'usage public. Philippe aimait être le patriarche quand cela ne lui coûtait rien. Il aimait faire des promesses avec mon temps, mon argent, ma maison et ma bande passante émotionnelle parce que cela lui donnait l'impression d'être puissant. Plus je réussissais, plus il agissait comme si mon succès le reflétait, comme si ma vie était la preuve de son autorité plutôt que le résultat d'y échapper. Chaque fois qu'il prenait une décision pour moi, je ressentais la même vieille pression de l'enfance sur ma poitrine. Ne discute pas. Ne le mets pas dans l'embarras. Ne sois pas ingrate. Maintiens la paix. Au moment où ce chat de groupe a explosé sur mon téléphone, ce qui ressemblait à un simple mot pour les autres était en fait le fruit de plusieurs années. Le moment qui a changé quelque chose en moi pour de bon s'est produit l'été précédent, et j'y pense encore quand je roule vers la côte. Je venais de sortir d'une des périodes les plus difficiles de l'année à l'hôpital. Nous avions perdu un enfant après une chirurgie qui aurait dû se dérouler différemment. Et même si je connaissais tous les faits, toutes les complications et toutes les raisons pour lesquelles le résultat s'était déroulé comme il l'avait fait, je le portais en moi comme si le chagrin avait un poids. Étienne n'arrêtait pas de me dire de prendre un week-end et d'aller à la maison de plage avant que je ne m'épuise complètement. Alors nous l'avons fait. Nous sommes partis le vendredi soir avec des provisions, des livres et absolument aucun plan social. Je voulais le silence. Je voulais dormir tard, m'asseoir sur la terrasse, peut-être me promener au bord de l'eau et laisser mon esprit ralentir suffisamment pour me souvenir qui j'étais en dehors de la salle d'opération. Ma mère a appelé ce samedi matin et a demandé ce que nous faisions. J'aurais dû mentir. Au lieu de cela, j'ai dit que nous étions à la maison de plage et que nous nous reposions. Elle a dit, ton père voulait sortir de la ville. Et avant que je ne puisse répondre, elle a transformé cela en l'une de ces conversations glissantes où personne ne pose la vraie question parce qu'il suppose que la réponse est oui. Je lui ai dit clairement que j'avais besoin d'un week-end tranquille. Elle a dit, bien sûr, ma chérie. Juste une petite visite. Moins de 3 heures plus tard, 3 véhicules se sont garés dans mon allée. Mes parents étaient dans le premier SUV. Marc avait sa femme et ses enfants avec lui dans le second. Chloé est arrivée dans le troisième avec une amie que je n'avais jamais rencontrée et une glacière pleine de nourriture et de boissons comme s'ils arrivaient pour une fête improvisée. Mon père est sorti en souriant comme s'il m'avait rendu service en apportant la fête. Avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, les enfants couraient dans la maison. Les portes arrière étaient ouvertes. La musique hurlait d'une enceinte et Chloé parlait de faire des cocktails. Étienne m'a regardé et j'ai vu la question sur son visage. Veux-tu que je dise quelque chose ? J'aurais dû dire oui. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je m'étais entraîné à faire toute ma vie. J'ai souri de manière forcée et j'ai commencé à gérer le chaos. J'ai dit à tout le monde de faire moins de bruit parce que j'étais épuisée. J'ai dit que j'avais vraiment besoin d'un week-end calme. Mon père a ri et a posé une main sur mon épaule assez fort pour que cela ressemble à un avertissement. Tu pourras dormir quand tu seras morte, a-t-il dit. La famille passe avant tout. C'était le genre de phrase qu'il prononçait avec un sourire, mais elle a atterri comme une gifle. Plus tard cet après-midi-là, un des enfants de Marc a renversé une boisson sur le canapé d'extérieur, et quelqu'un a traîné du sable directement dans le salon après être revenu de la plage. Chloé a invité un autre couple à dîner sans me demander parce qu'elle a dit que le coucher de soleil serait gâché si nous étions juste nous. Un des voisins a envoyé un message pour le bruit après la tombée de la nuit. J'étais humiliée et furieuse, mais chaque fois que je regardais autour de moi, tout le monde semblait passer un si bon moment à mes dépens que parler me donnait l'impression de me transformer en méchante. Étienne a essayé plus d'une fois de réorienter les choses. Il a baissé la musique. Il a discrètement commencé à nettoyer. Au fur et à mesure que la nuit avançait, mon père s'est moqué de lui pour son agitation et lui a demandé s'il aimait toujours jouer les hôtesses. Étienne a laissé passer parce qu'il savait que je tenais à peine le coup. Le point de rupture est arrivé vers minuit quand je suis entrée pour prendre de l'aspirine et que j'ai trouvé mon père dans la cuisine avec 2 de ses amis de La Rochelle, des hommes que je n'avais pas invités et que je n'avais jamais vus dans ma maison auparavant. Buvant du bourbon dans mes verres comme s'ils avaient tous les droits d'être là. Philippe m'a fait signe et a commencé à raconter une histoire sur moi pendant ma résidence.
L'une de ces vieilles histoires familiales humiliantes que les parents insistent pour dire inoffensives, même quand l'adulte qui est là est en train de mourir intérieurement. Quand j'ai interrompu et dit que je n'avais jamais accepté rien de tout cela, il m'a regardé devant tout le monde et a dit, « Si tu ne voulais pas de la famille ici, Camille, tu n'aurais pas dû acheter une maison assez grande pour faire croire que tu es meilleur que nous. » La pièce est devenue silencieuse une seconde, puis les gens ont fait semblant de ne pas l'avoir entendu. C'est ce qui m'est resté après qu'il soit enfin parti le lendemain. Pas le désordre, pas la lanterne cassée, pas la facture de nettoyage. C'était cette phrase. Il avait pris la chose que j'avais bâtie pour moi-même et l'avait transformée en preuve que je leur devais encore plus. Sur le chemin du retour à Lyon, Étienne a tendu la main par-dessus la console et m'a demandé combien de fois encore j'étais prête à les laisser faire cela avant d'admettre que ce n'était pas de l'amour. Je ne lui ai pas répondu parce que je connaissais déjà la réponse, pas beaucoup. Je n'avais juste pas encore réalisé à quel point le prochain test approchait. Après ce week-end, j'ai commencé à changer par petites touches, et ma famille l'a immédiatement remarqué car les personnes qui bénéficient de votre manque de limites ressentent toujours la différence dès que vous commencez à en établir. Quelques mois plus tard, Marc a appelé et a dit qu'il avait l'occasion d'élargir son entreprise s'il pouvait juste acheter un autre camion et embaucher une équipe supplémentaire. Il parlait vite comme s'il avait répété son argumentaire. Quand j'ai posé des questions sur les chiffres, il est devenu sur la défensive. Quand j'ai dit que je n'étais pas prête à me porter garante de quoi que ce soit d'autre ni à financer l'expansion, il est devenu silencieux, puis froid. Il m'a dit que j'avais oublié ce que signifiait aider la famille. Il m'a dit que si papa ne s'était pas tué à la tâche pour nous loger, je ne serais jamais devenu médecin. La logique était ridicule, mais la culpabilité était familière. Ce soir-là, ma mère avait déjà appelé pour dire que Marc était anéanti et que le succès m'avait changé. Chloé a envoyé un message désobligeant disant que j'avais soudainement toutes sortes de principes quand il s'agissait d'aider les personnes qui m'aimaient le plus. Mon père a attendu le lendemain. Philippe n'a pas discuté. Il a prononcé un jugement. Il a dit, « Une fille qui tourne le dos à sa famille dans les bons comme dans les mauvais moments est une fille qui pense qu'elle est au-dessus de là d'où elle vient. » Je lui ai dit que je n'étais pas une banque. Il a dit, « Alors, arrête de te vexer quand les gens attendent un retour sur investissement. » Je suis restée assise après qu'il ait raccroché, mon téléphone à la main, véritablement secouée par la crudité avec laquelle il l'avait dit. Investissement. C'était apparemment ce que des années d'éducation signifiaient dans son esprit. Pas l'amour, pas l'attention, pas le sacrifice librement donné, mais un investissement qui devait rapporter avec intérêt. Puis vint le plan de réunion. Je l'ai découvert comme je découvre la plupart des choses familiales, à mi-chemin d'une supposition de quelqu'un d'autre. Chloé a posté un graphique d'accroche souriant sur les réseaux sociaux qui disait « Week-end familial du bois à la plage » et utilisait une photo de ma terrasse de Noël. Je ne l'ai vu que parce qu'une de ses amies avait commenté à quel point la famille était chanceuse d'avoir un tel endroit. Je suis allée dans le chat familial et j'ai fait défiler. C'était là, un plan complet déjà en cours, attribution de chambres, notes d'épicerie, quels enfants prendraient les lits superposés, qui apporteraient des chaises pliantes. Mon père avait écrit qu'il voulait une nuit réservée pour un grand dîner familial sur la terrasse. Chloé avait toute une liste de repas à thème. Marc a demandé s'il y avait assez de places de stationnement pour sa remorque. Personne, pas une seule personne, ne m'avait demandé si ces dates me convenaient. Il n'avait pas demandé si Étienne et moi avions des projets. Il n'avait pas demandé si la maison pouvait légalement accueillir 20 personnes pour la nuit. Il n'avait pas demandé si je voulais que ma maison soit envahie pendant 3 jours d'affilée. Ils ont agi comme si c'était fait. Ce qui m'a retourné l'estomac n'était même pas la logistique. C'était le ton. Chloé a écrit que je remplirais probablement la cuisine comme toujours. Ma mère a ajouté un sourire. Mon père a répondu, c'est ce que fait la famille. Puis, plus bas dans le fil, il s'est attribué, à lui et à ma mère, la chambre principale parce que, selon ses mots, les aînés devaient être confortables. J'ai juste fixé cette ligne. Ma chambre dans ma maison, attribuée par un homme qui n'y avait jamais payé un seul versement hypothécaire. J'ai pris des captures d'écran. J'ai continué à faire défiler même si chaque nouveau message me rendait plus malade. Marc se plaignait que 3 jours, c'était trop court.
Chloé a suggéré qu'il pourrait peut-être prolonger si le temps était beau. Ma mère voulait savoir si la femme de ménage pouvait venir après leur départ au lieu de avant. C'était une supposition empilée sur une autre jusqu'à ce que le tout ressemble moins à un voyage en famille et plus à une prise de contrôle hostile déguisée en tradition. J'ai appelé ma mère d'abord parce qu'une partie têtue de moi espérait encore qu'il y avait eu un malentendu. Elle a balayé ça immédiatement. Elle a dit que tout le monde avait juste supposé que je serais heureuse d'accueillir. Je lui ai dit que je n'accueillais rien du tout. Elle a soupiré comme si j'étais épuisante et a dit que j'en faisais toute une histoire pour rien. Puis mon père a envoyé le message qui a tout déclenché. Non pas parce que le plan devait être discuté, mais parce qu'il voulait l'annoncer comme une décision de la direction. C'est pourquoi j'ai répondu avec un seul mot. Non, ce n'était pas impulsif. C'était la réponse la plus claire qu'il me restait. Le jeudi soir, je savais exactement ce qu'ils allaient faire parce que ma famille avait le même scénario à chaque fois. D'abord, ils riraient et feraient semblant que j'étais dramatique. Ensuite, ils iraient de l'avant quand même et parieraient sur ma réticence à escalader. Ils m'avaient entraîné pendant des années à croire que faire appliquer les règles était de la cruauté. Mais il y a quelque chose d'étrangement clarifiant à atteindre le point où l'on a finalement moins peur du conflit que de se répéter éternellement. Alors, vendredi matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil et j'ai commencé à téléphoner. J'ai contacté le bureau de gestion immobilière de la communauté de l'île de Ré et j'ai supprimé tous les laissez-passer d'invités liés à ma famille. J'ai réinitialisé les codes des serrures connectées depuis mon téléphone pendant que je buvais mon café en silence. J'ai mis à jour la liste d'accès au portail pour que seuls Étienne et moi puissions passer. J'ai envoyé un email à l'association des propriétaires pour les informer que toute tentative d'entrée sur la propriété par des invités non approuvés ce week-end était non autorisée. Puis j'ai engagé un agent de sécurité pour qu'il soit posté près du portail pendant les heures où je savais qu'ils arriveraient. Non pas parce que j'attendais de la violence, mais parce que je savais que le sentiment de droit acquis devient laid lorsqu'il se heurte à une porte verrouillée. Étienne était dans la cuisine tout le temps, lisant chaque expression de mon visage sans me presser. À un moment donné, il m'a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui avant même qu'il ne finisse la phrase. Il a hoché la tête et a dit, « Alors, faisons ça correctement. » Nous avons fait nos valises comme si nous partions pour un week-end normal, ce qui, d'une certaine manière, a rendu le tout surréaliste. Vêtements, provisions, grains de café, ma couverture préférée pour la terrasse. Étienne a chargé la voiture pendant que je vérifiais à nouveau chaque email de confirmation. Il n'y avait aucun drame dans tout cela. Et je pense que c'est ce qui a rendu le tout si définitif. Je ne gâchais pas ma vie dans un accès de rage. Je la protégeais calmement. Sur la route de l'île de Ré, j'attendais que la panique s'installe. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Comme si je pleurais une version de ma famille qui n'avait jamais vraiment existé tout en respirant de l'air pur pour la première fois depuis des années. Nous sommes arrivés à la maison avant midi. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec le nouveau code et je suis restée à l'intérieur pendant une minute, n'écoutant rien. Pas de demande, pas de chat de groupe qui bourdonne, pas de supposition, juste le calme. Étienne a rangé les provisions pendant que je me promenais de pièce en pièce, vérifiant les fenêtres et les portes comme si j'avais besoin de preuves que cet espace pouvait encore être le mien. Vers 1h30, mon téléphone a commencé à s'illuminer. Ma mère a demandé si nous étions déjà là. Chloé a envoyé des messages hilars sur les embouteillages et a dit « Quelqu'un ferait mieux d'avoir commencé les margaritas ». Je n'ai pas répondu. À 14h08, mon père a appelé. J'ai laissé sonner. À 14h15, l'application de sécurité a montré le premier SUV s'approchant du portail principal, suivi d'un autre, puis d'un autre. J'ai regardé la file de véhicules s'accumuler sur la route comme une sorte de parade absurde de certitude. Glacières, enfants, chaises de plage. Ma famille s'était vraiment convaincue que je céderais dès qu'il se présenterait en personne. Le garde est sorti et s'est dirigé vers le premier véhicule. Une minute plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro local inconnu. C'était le portail. Le garde était professionnel et calme. Il a dit qu'il y avait un groupe qui insistait sur le fait qu'il avait la permission d'accéder à ma propriété.
Je lui ai dit qu'il ne l'avait pas. Il m'a demandé si je voulais qu'il transmette cela directement ou qu'il me transfère l'appel. J'ai dit qu'il pouvait le transférer. Ce qui a suivi n'était pas de la confusion. C'était de l'indignation. Chloé a été la première voix que j'ai entendue, vive et incrédule, exigeant de savoir pourquoi le portail ne s'ouvrait pas. Derrière elle, j'entendais des portières de voitures claquer, des enfants se plaindre, et ma mère dire « ça doit être une sorte d'erreur ». Puis mon père a pris le téléphone, et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il était furieux parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais fait passer sa confiance pour de la stupidité devant d'autres personnes. Il n'a même pas dit bonjour. Il a aboyé « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Camille ?» Comme si j'étais une employée qui se comportait mal et qu'il venait de découvrir une incompétence sur le lieu de travail. Je me tenais dans ma propre cuisine de la maison de plage, regardant vers la terrasse tandis qu'Étienne posait silencieusement 2 tasses sur le comptoir, et pour une fois je ne me suis pas précipitée pour adoucir quoi que ce soit. J'ai dit très clairement qu'il n'avait pas la permission d'entrer sur la propriété et qu'il devait partir. Il y a eu un instant de silence stupéfait, puis Philippe a explosé. Il a dit que les gens avaient conduit des heures. Il a dit qu'il y avait des enfants dans les voitures. Il a dit que les prix des hôtels étaient exorbitants parce que c'était un week-end à la plage et que je l'avais humilié devant toute la famille. C'était la première chose honnête qu'il avait dite. Et j'ai presque ri parce que l'embarras était exactement ce qu'il ne pouvait pas tolérer. Il n'était pas en colère que les plans aient changé. Il était furieux que son autorité ait échoué en public. Ma mère a pris le téléphone en pleurant, disant que je déchirais la famille à cause d'un malentendu. Marc a texté que j'aurais au moins pu les prévenir. Chloé m'a laissé un message vocal me traitant d'égoïste, d'ingrate et de cruelle. À travers tout cela, personne n'a posé la seule question qui aurait compté si l'amour avait vraiment été au centre de tout cela. Personne n'a demandé pourquoi j'avais finalement atteint un point où verrouiller ma propre famille à l'extérieur me semblait plus paisible que de les laisser entrer. Philippe est revenu en ligne et a dit « Je t'ai élevé. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ouvres ce portail tout de suite. » Et ce fut le moment où des années de confusion se sont effondrées en une seule phrase claire dans mon esprit. Je lui ai dit, on ne te refuse pas une faveur. C'est le propriétaire de cette maison qui te dit non. Tu n'as pas à transformer l'éducation en propriété. Il m'a traité d'irrespectueuse. J'ai dit, non. C'est à cela que ressemble le respect quand il devient enfin mutuel. Je lui ai dit qu'ils avaient planifié une réunion de 3 jours dans ma maison sans me demander. Attribuer des chambres dans une propriété qu'ils ne possédaient pas. Supposer que j'achèterais des provisions, ignorerais les limites légales d'occupation, absorberais le nettoyage, tolérerais le bruit, et sourirais pendant qu'il la traiterait comme un bien familial au lieu de ma maison privée. Je lui ai dit qu'il avait fait des promesses avec mon argent, mon temps et ma paix pendant des années, et que cela s'arrêtait maintenant. Il a commencé à crier par-dessus ma voix, alors j'ai cessé de parler. Une des mises à jour des gardes est arrivée 1 minute plus tard. Le groupe se disputait toujours. Certains proches demandaient à Philippe si je n'avais vraiment pas accepté tout cela. J'ai su alors que son contrôle sur l'histoire lui échappait. C'est une chose de se poser en chef de famille quand tout le monde croit que vous avez l'autorité. C'en est une autre de transpirer sur un parking de plage pendant qu'un agent de sécurité explique que votre fille n'a jamais donné la permission pour tout cela. Mon père avait bâti tout le week-end sur l'hypothèse que je préférerais être malheureuse plutôt que de le rendre ridicule. Il avait tort. Environ 10 minutes plus tard, la 2e série d'appels a commencé, mais le ton avait changé. Ma tante semblait gênée et a demandé s'il y avait eu un malentendu. J'ai dit que non. Un cousin s'est excusé d'être venu et a admis qu'il avait supposé que Philippe avait tout réglé avec moi. Un autre proche a dit que les chambres d'hôtel coûtaient des prix insensés et a demandé si je reconsidérerais pour une seule nuit. J'ai dit non à cela aussi, car le manque de respect partiel reste un manque de respect. Et après des années d'être traité comme le fonds d'urgence familial avec une chambre d'amis attenante, je savais que leur donner ne serait ce qu'un pouce se transformerait en la même vieille histoire au coucher du soleil. Finalement, la file de voitures a commencé à s'éloigner. Je les ai vues sur l'application de sécurité une par une, reculant de la confiance avec laquelle elles étaient arrivées.
Le SUV de mes parents est resté le plus longtemps. Philippe était à l'extérieur du véhicule, faisant les 100 pas, parlant avec ses mains, essayant toujours de plier la réalité à la forme qu'il désirait. Mais même lui ne pouvait pas ouvrir un portail verrouillé par la discussion. Quand sa voiture a finalement tourné et est partie, j'ai senti quelque chose quitter mon corps que je portais depuis des années. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une obligation imprégnée de peur. Ce soir-là, les messages ont afflué. Ma mère a dit qu'il s'était retrouvé dans 2 chambres de motel hors de prix à près de 40 minutes de là. Chloé a écrit dans le chat de groupe que papa avait promis ce week-end à tout le monde et que maintenant la moitié de la famille était furieuse. Marc a texté que les enfants étaient déçus et que tout s'était transformé en désastre. Ce qui m'a frappé, c'est que chaque plainte remontait à une seule personne. Philippe avait invité des gens. Philippe avait agi comme si la maison était disponible. Philippe avait pris des décisions en mon nom pour nourrir sa propre image d'homme qui pouvait encore rassembler le clan et commander le week-end. Il avait misé mes limites contre sa fierté et avait perdu les deux. Au cours des jours suivants, les retombées se sont propagées de manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Quelques proches m'ont contacté discrètement pour dire qu'ils ne connaissaient pas la vérité. L'une d'elles a même dit que mon père avait décrit la maison de plage comme une propriété familiale pendant si longtemps qu'elle supposait qu'il en était en partie propriétaire. Cela m'a tout dit. Il avait réécrit les faits pendant des années, gonflant son statut grâce à l'accès à quelque chose que j'avais gagné. Une fois cette illusion brisée, elle ne s'est pas reformée proprement. J'ai arrêté tout soutien financier cette même semaine. Plus de transferts d'urgence. Plus de co-signatures. Plus de paiements de factures que personne n'avait prévu. Plus de faire semblant que l'aide inconditionnelle était de la générosité. Étienne et moi avons convenu que toute communication passerait par SMS ou email et seulement si elle restait respectueuse. Mon père a détesté cela plus que le portail verrouillé parce que la rage fonctionne mieux en temps réel et que les mots écrits ont une manière de s'exposer. Il a envoyé un long email rempli d'accusations familières. Il m'a traité de froide, arrogante, déloyale, et a dit que j'avais humilié mes propres parents. J'ai lu tout cela une fois et j'ai réalisé quelque chose qu'il m'aurait été impossible d'admettre même 1 an plus tôt. L'humiliation n'était pas ce que je lui avais fait. C'était une conséquence. Une conséquence est ce qui arrive quand quelqu'un ignore une limite assez longtemps pour croire qu'elle n'est pas réelle. Une conséquence est ce qui arrive quand une personne confond l'accès avec la propriété. Une conséquence est ce qui arrive quand l'amour a été utilisé si souvent comme un outil de contrôle que la personne contrôlée choisit finalement la paix à la place. Ce premier week-end après la confrontation, Étienne et moi nous sommes assis sur la terrasse avec du café et avons regardé l'océan sans recevoir, sans nous excuser, sans gérer, ni nettoyer après qui que ce soit. La maison sonnait différemment sans tension, plus légère, plus vraie. Pour la première fois depuis son achat, je ne me préparais pas à une interruption. J'étais simplement là. Je pense que c'est la leçon que j'aimerais que plus de gens comprennent, surtout les gens élevés comme moi. Poser une limite avec sa famille n'est pas une trahison. Dire non à l'exploitation n'est pas de la cruauté. Protéger votre maison, votre mariage, votre santé et votre paix ne fait pas de vous une égoïste. Cela vous rend responsable de la vie que vous vous efforcez de construire. Une vraie famille ne prouve pas sa proximité par ce qu'elle peut vous prendre. Une vraie famille respecte le mot non. Une vraie famille ne transforme pas l'amour en dette ou la gentillesse en droit d'accès. Et parfois, la chose la plus significative que vous puissiez faire pour vous-même et pour les personnes qui se soucient vraiment de vous est de fermer la porte à ceux qui ne se présentent que pour utiliser la clé. Mon père voulait une réunion dans ma maison de plage parce qu'il pensait que mon silence était garanti. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est la première réponse honnête que je lui avais donnée depuis des années. Et finalement, cette réponse n'a pas détruit ma vie. Elle me l'a rendue.